Salut les Corbax! Ils seraient en nous à travers l'ADN et dans toutes les espèces animales de notre planète. Ils dicteraient de manière spontanée nos comportements les plus primaires pour notre survie et la pérennisation de notre espèce. J'aimerais vous conter une histoire. Depuis le 19e siècle, le concept d'instinct a souvent été difficile à définir et de nombreux domaines ont tenté de le faire. Pour certains, les instincts seraient des comportements inconscients, et pour d'autres, au contraire, ce seraient totalement conscients. Ou bien des comportements issus des émotions et d'impulsions. Très peu de consensus se faisait, mais l'observation du comportement animal restait un objet d'étude très soutenu. Les behavioristes, des psychologues scientifiques qui étudient le comportement appris des animaux, soutenaient que les instincts n'existaient pas et que tout comportement était appris. C'est alors que naît une importante collaboration entre Konrad Lorenz, un biologiste zoologue autrichien, et Nicolaas Tinbergen, un biologiste ornithologue néerlandais, qui vont poser les bases formelles en 1940 de l'éthologie, qui est l'étude scientifique du comportement animal incluant l'être humain dans un milieu naturel ou dans un environnement expérimental. L'association des deux scientifiques est idéale. Lorenz replace leurs observations dans un contexte philosophique en les remettant en question, et Tinbergen les étaye par des expériences méthodiques et précises. À travers leurs observations, ils remarquent que des comportements sont propres aux espèces étudiées et qu'on peut les comparer au même titre que les caractères morphologiques, c'est-à-dire liés à l'apparence externe d'une espèce. C'est ainsi qu'ils développèrent l'étude des comportements innés. Enfin bref, revenons à nos moutons avant qu'ils ne se fassent manger. Comportement instinctif ou comportement acquis? Prenons un exemple pour mieux comprendre. Une expérience a été faite sur des oiseaux tisserins, une espèce d'oiseau d'Afrique qui a une technique de construction de nid assez complexe. Son nid est en forme de bourse, et pas les bourses auxquelles vous pensez, non, ça ressemble à ça. Ce nid est fait à base de fibres végétales tissées entre elles, d'où le nom d'oiseau tisserin, puis il est suspendu à une branche solidement. Pour comprendre si la nidification des oiseaux tisserins est un comportement instinctif, des scientifiques ont pris des œufs de ces oiseaux pour qu'ils soient couvés par des canaris. Excusez-moi madame, voilà, j'aimerais emprunter votre fils pour qu'il soit élevé par une famille d'ours. De quoi? Votre fils est un poulain? Mais madame, c'est pour l'amour de la science, voyons. Ah, ils comprennent rien ceux-là, hein. Les oiseaux ainsi élevés par une autre espèce que la leur ont été privés de construire leur propre nid et placés dans des préfabriqués. 4 générations plus tard, la dernière génération a été ensuite replacée dans son milieu naturel lors de la période de nidification. C'est alors que les oiseaux tisserins se mirent à construire un nid de la même forme et avec le même type de matériaux que leur espèce. Pourtant, à aucun moment ils n'ont pu apprendre cette compétence ou bien par imitation la reproduire. On a pu tout de même constater que ces oiseaux étaient moins habiles et soigneux que des oiseaux tisserins témoins. Avec le temps et l'expérience, ils purent tout de même s'améliorer. Ce que nous apprend cette expérience, c'est que le comportement de nidification est inné car il ne nécessite aucun apprentissage. La forme et les matériaux pour construire le nid sont également innés.
Par contre, l'habileté à la construction dépend de l'apprentissage et de l'expérience. En éthologie, il existe 4 critères pour déterminer si un comportement est instinctif. Le critère horizontal, lorsque tous les représentants d'une même espèce ont ce comportement. Le critère vertical, lorsque le comportement étudié se retrouve à travers des espèces proches comme le chien et le loup par exemple, même si ce comportement peut varier en forme et en intensité. Le critère d'isolation, lorsqu'on isole des progénitures et que le comportement n'est influencé par aucune forme d'apprentissage par les membres de la même espèce. Le critère physiologique, dans le cas où on peut remonter au système nerveux responsable du comportement. L'homme a-t-il des comportements instinctifs? Par tradition, l'instinct ou la nature sera opposé au concept de culture présente chez l'homme. Une culture qui se transmet à travers le temps et l'apprentissage. L'être humain est un animal avec des instincts et ses propres mécanismes, là-dessus nous sommes d'accord. Mais la grande part de ces comportements se feront par éducation et l'expérience. Dès la naissance, un nourrisson humain est totalement dépendant de ses parents jusqu'à même se déplacer. Il crie, il pleure pour se faire remarquer. C'est ensuite par imitation et répétition qu'un enfant apprend à marcher vers l'âge d'1 an, ce qui permet déjà de gagner un peu plus en autonomie. Alors que chez certains animaux, comme la gazelle par exemple, les premiers pas se font dès la naissance. Elle va instinctivement se dresser debout, puis va perfectionner sa marche grâce à sa mère qui l'incite à se redresser pour recommencer. Très vite, elle devient donc plus libre pour se déplacer, ce qui lui permet soit de se carapater en cas de danger, ou d'aller tout simplement vers la nourriture. Il y a plein d'exemples sur lesquels on pourrait s'attarder pour parler des comportements instinctifs chez l'être humain. Mais j'aimerais ici qu'on s'arrête sur un comportement. Chez l'être humain, savez-vous que les expressions faciales pour exprimer les émotions sont des comportements instinctifs? D'ailleurs, ils répondent aux 4 critères éthologiques. Vertical, comme l'a démontré Charles Darwin à travers son livre « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux » de 1872, où il décrit la grande similitude d'expression de la surprise, la peur et la tristesse chez les grands singes et les êtres humains. Horizontal, les expressions des émotions se retrouvent être les mêmes à travers les différentes sociétés humaines de notre globe. Comme l'a démontré l'éthologue allemand Elb Elbesfeld qui filma à leur insu les expressions de plusieurs peuples du monde. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Par isolation, les expressions faciales sont parmi les premiers comportements chez les bébés. Cependant, il est impossible d'isoler un bébé dès sa naissance pour vérifier si ce comportement est inné. Apparemment, ça serait pas très éthique. Mais bon, pour les animaux... Mais cela a pu être démontré encore par l'éthologue Elb Elbesfeld qui étudia le cas de bébés sourds et aveugles dès la naissance. Physiologiquement, les études scientifiques de la psychiatrie et de la neurologie ont pu mettre en évidence les origines physiologiques des centres nerveux des expressions faciales, comme les ganglions de la base situés au niveau du cerveau qui ont un rôle primordial dans le sourire spontané. Même s'il est vrai que l'homme peut simuler ces différentes expressions lorsqu'il joue la comédie, il n'en reste pas moins que les expressions spontanées restent un comportement instinctif. Qu'en est-il de l'instinct de survie? S'il y a bien un sens primaire que la vie a éveillé à travers son évolution, c'est bien l'instinct de survie. Au cœur de la nature, un espace qui met nos sens et notre survie parfois à rudes épreuves, l'instinct de survie n'a pas manqué d'imagination pour prendre des formes diverses et variées. Le camouflage du caméléon pour se fondre dans son environnement, le hérisson qui se met en boule pour créer une armure piquante, ou bien le serpent qui peut sécréter des substances abrasives voire mortelles pour se protéger. Si l'être humain a survécu dans le processus d'évolution jusqu'à aujourd'hui, c'est bien grâce à son instinct de survie et sa capacité à distinguer le danger. Un instinct qui a poussé celui-ci à développer ses techniques et son mode de vie pour survivre. Même si le stress et les situations de danger vécues à notre époque sont moindres en comparaison à l'état sauvage, il n'en reste pas moins que l'homme est capable de prouesses extraordinaires pour se maintenir en vie,
Prenons l'histoire d'Aaron Ralston, retranscrite dans le film 127 heures avec James Franco, qui après avoir fait une randonnée dans les gorges de l'Utah, se retrouve l'avant-bras coincé par un rocher au fond d'un canyon, et cela pendant 6 jours. Pour survivre, il décide de s'amputer lui-même à l'aide d'un simple canif pour atteindre ensuite la première aide possible. Même si pour se défendre, il est tout à fait possible de se programmer avec l'apprentissage d'un art martial, il n'en reste pas moins que l'instinct de survie reste un comportement instinctif en chacun de nous. La recherche actuelle nous apprend que l'instinct de survie se décompose en 3 mécanismes. La fuite, qui face à un danger est le premier mécanisme à se mettre en place. Il répond à un sentiment de peur ou d'oppression. Lorsque l'on détecte une situation de danger, nous assistons à une accélération du rythme cardiaque et de la respiration. Nos vaisseaux sanguins se dilatent pour permettre une meilleure irrigation du sang jusqu'aux muscles, dont les jambes, pour mieux détaler. On observe aussi un regard fuyant pour analyser toute issue possible ou obstacle potentiel. La lutte, qui intervient lorsque l'idée de fuite échoue car il n'est pas possible de quitter les lieux, ou lorsque notre situation sociale moderne nous interdit de fuir car cela est vu comme une honte et une faiblesse. Notre système hypothalamique s'enclenche alors pour passer en mode défense, différent du mode offensif de prédation ou de domination. Pour être prêt à se défendre, notre cœur et notre respiration ralentissent par rapport à la fuite. Notre regard se pose sur les yeux adverses pour comprendre ses intentions. La tension des muscles passe des jambes jusqu'au cou et la mâchoire pour encaisser les chocs et être prêt à mordre. Enfin, mordre, c'est un grand mot, hein. Pour notre cas, ce serait plus pour donner des coups, sauf si ça fait très longtemps que vous n'avez pas mangé. Et dans ce cas, ça peut être compréhensible ou un peu flippant quand même. L'inhibition. Lorsque le mécanisme de fuite ou de lutte n'est plus possible car l'agresseur est beaucoup trop balèze ou que le combat est déjà perdu. Par instinct de survie, nous allons, nous paralyser. Soit pour se soumettre et éviter d'envenimer les choses et pour se faire oublier, ou bien pour ne pas résister davantage car cela pourrait nous faire beaucoup plus souffrir. Le mécanisme d'inhibition nous sert aussi à nous rendre presque imperceptibles. Lorsque le potentiel agresseur ne nous a pas encore repérés, notre respiration devient étouffée pour être plus silencieuse, d'où cette sensation d'oppression, et nos capillaires sanguins se mettent à se contracter pour économiser la chaleur et l'énergie, d'où cette sensation de froid profond. Ici, les réactions physiologiques nous servent à durer dans le temps jusqu'à que le potentiel agresseur s'en aille. L'instinct n'est-il vraiment pas acquis ? La revue médicale suisse a publié en 2017 un article qui évoque une expérience de conditionnement à la peur pour mieux comprendre l'origine de l'instinct. Cet article parle d'une expérience faite sur des souris qui ont été exposées à une odeur et à une situation de stress intense pour que les deux soient associés. En l'absence des géniteurs, les souris des 2 générations suivantes ont été exposées à la même odeur et des réactions de stress ont été constatées par les chercheurs, ce qui a démontré que le comportement qui avait été acquis a été transmis à travers les générations. Des scientifiques donnent alors l'hypothèse que l'instinct serait d'origine épigénétique, c'est-à-dire lorsque l'environnement et ses différents stimuli influencent la modification même de certains gènes. Chez ces souris conditionnées à la peur, les chercheurs ont pu démontrer qu'un gène lié à l'odeur a reçu une modification épigénétique, ce qui relance le débat des frontières entre comportement appris et comportement instinctif inné. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu en l'air fait toujours plaisir, et pour les amoureux du débat, commentez!